Ces deux petites filles, que tout le monde avait amenées sur scène pour se moquer d'elles, ont chanté une chanson qui a fait taire toute la salle et redonné une mélodie à la vie brisée d'un père. La neige était arrivée tôt dans les plaines de la Loire, cette année-là. À la mi-novembre, le vent avait déjà recouvert de blanc les routes fissurées et les arbres se dressaient, nus comme des squelettes, attendant le printemps. Luc Moreau serra plus fort le volant de sa vieille camionnette Ford, les essuie-glaces balayant les rafales de neige fondue. Le chauffage crachait un air chaud irrégulier, à l'image de tout ce qui se passait dans sa vie ces derniers temps. Il avait fait ce trajet 1000 fois entre la scierie et sa cabane délabrée, nichée à l'orée du bois de sapin. Mais ce jour-là, quelque chose semblait différent. Un calme si profond qu'on aurait dit que la route retenait son souffle. C'est alors qu'il l'aperçut, juste après le virage près de la voie ferrée abandonnée. Un conteneur rouillé se dressait, les portes entr'ouvertes, se balançant légèrement dans le vent. Au début, il aurait pu passer devant comme d'habitude, mais un mouvement, une petite main frénétique qui frappait le métal, l'avait interpellé. Luc avait freiné brusquement. Le gravier crissa sous les pneus lorsque le camion dérapa légèrement avant de s'arrêter. Sans réfléchir, il ouvrit la porte et se précipita dans la neige. Chaque rafale de vent lui transperçait le manteau, mais il ne s'en rendait presque pas compte. En arrivant près du conteneur, il entendit de petits gémissements, pas de chant, un faible murmure, comme une berceuse dont on se souvient dans la peur. Il ouvrit la porte à la volée et le souffle lui coupa le souffle. À l'intérieur, recroquevillées contre une couverture moisie, se trouvaient deux fillettes, des jumelles, qui ne devaient pas avoir plus de 10 ans. Leurs joues étaient rougies par le froid et leurs lèvres tremblaient. L'une d'elles leva les yeux écarquillés mais sans crainte. L'autre tenait dans sa main un petit flocon de neige en papier, maintenant humide et déchiré. « S'il vous plaît, » murmura la première, « ne leur dites pas que nous nous sommes cachés ici. » Luc ne posa pas de questions. Il ôta simplement son manteau et les enveloppa toutes les deux. « Il faut vous réchauffer. Allez. » Les filles hésitèrent. « Vous allez appeler quelqu'un ?» demanda l'une d'elles. « Peut-être. » répondit-il honnêtement, en prenant la plus grande des deux dans ses bras. « Mais pour l'instant, je vais vous sauver la vie. » De retour dans sa cabane, le poêle à bois rugissait et la chaleur commençait à réchauffer l'air. Luc posa des tasses de chocolat chaud sur la table, tandis que les filles, désormais vêtues de vêtements secs, s'asseyaient près l'une de l'autre sous une couverture. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il gentiment. Julie répondit. « La plus audacieuse, c'est Léna. Nous sommes jumelles. Nous avons 9 ans et 3-4. » Il sourit faiblement. « C'est assez précis. » Julie acquiesça. « Notre mère disait toujours que les chiffres sont importants. Où est-elle maintenant ?» Julie baissa les yeux. « Elle est partie. Tante Claire Momoche est censée s'occuper de nous. Mais elle a dit que si on pleurait encore une fois, elle nous laisserait dans les bois. » Luc déglutit péniblement. Le passé avait toujours une façon cruelle de revenir. Il avait entendu trop d'histoires comme celle-ci. Certaines se terminaient par un espoir, la plupart par des gros titres. Il se leva et se dirigea vers le couloir, frappant doucement à une porte. Mais y appela-t-il. « Tout va bien ?» Il n'y eut pas de réponse. Il y en avait rarement. Élise n'avait pas parlé depuis près de 2 ans, pas depuis le jour où elle avait été évacuée de l'auditorium de son collège après s'être évanouie sur scène. Les moqueries, les chuchotements, les projecteurs, tout cela l'avait brisée. Diagnostiquée comme souffrant de mutisme sélectif, elle était devenue un fantôme dans sa propre maison, ne communiquant plus que par des regards et des gestes. Luc pensait peut-être naïvement qu'accueillir ses filles chez lui, même pour une nuit, pourrait réveiller quelque chose en elles. Il ne s'attendait pas à un miracle, mais à un moment de connexion,
à un signe d'espoir. De retour dans le salon, Léna fredonnait doucement, en sirotant son chocolat chaud. La mélodie était presque aléatoire, mais étrangement réconfortante. Julie ferma les yeux, puis se joignit à elle, leurs deux voix douces et imparfaites, s'entremêlant comme de vieilles harmonies qui se retrouvent après des années de séparation. Au bout du couloir, la porte s'ouvrit en grinçant. Élise apparut pieds nus, vêtue d'une chemise en flanelle trop grande, les yeux rivés sur les jumelles. Elle ne dit rien, mais resta là, à écouter. Luc se figea, observant sa fille avec une admiration silencieuse. Elle n'avait même pas regardé un étranger depuis des mois. À présent, elle se tenait immobile, les yeux humides, comme si elle se remémorait un souvenir ou éprouvait une profonde nostalgie. Julie lui sourit. « Salut, tu peux t'asseoir avec nous si tu veux. » Élise ne bougea pas, mais elle ne partit pas non plus. Elle s'appuya contre le cadre de la porte et pencha la tête, comme si elle se souvenait d'une chanson qu'elle n'osait pas chanter. Ce soir-là, après que les filles se furent endormies sur le canapé-lit, Luc s'assit seul dans la cuisine, avec une tasse de café intacte. L'air sentait le vieux bois de pain et le pain grillé à la cannelle. Il fixait la boîte en bois posée sur l'étagère, en face de lui, une petite boîte d'enregistrement avec un micro intégré, du genre de celles utilisées par les compositeurs autrefois. À l'intérieur se trouvaient les derniers enregistrements que sa femme avait faits avec Élise avant de mourir. Des berceuses, des rires, des harmonies chuchotées. Il n'avait pas été écouté depuis 2 ans, tout comme le piano dans le coin, tout comme l'homme qui croyait autrefois que la musique pouvait sauver les gens. Mais quelque chose chez Julie et Léna lui rappelait le bon vieux temps, la simplicité de la mélodie, la force des voix nues et sans artifice. Luc tendit la main vers la boîte et, pour la première fois, depuis des années, l'ouvrit. Le lendemain matin, arriva sans fanfare. Seulement une pâle lumière grise se répandait à travers les fenêtres givrées et le craquement du bois qui se réveillait dans le froid. Luc se réveilla, le premier, automatiquement, tendant la main vers la cafetière, comme si ses muscles étaient plus forts que le sommeil. Il ne dit pas grand-chose, même pas à lui-même. Il n'avait jamais eu besoin de parler. Le silence faisait depuis longtemps partie des murs, mais aujourd'hui, il y avait 3 respirations supplémentaires dans ce silence. Les jumeaux dormaient encore sur le canapé-lit, leurs bras emmêlés comme les vrilles d'une seule racine. Luc les observa longuement avant d'allumer le poêle. Les flammes crépitèrent, l'air se réchauffa, quelque chose bougea en lui, doux et inconnu, comme une note jouée sur une guitare qui n'avait pas été accordée depuis des années, mais qui chantait toujours juste. Il ne voulait pas mettre un nom dessus. Il préférait laisser faire. Élise était déjà assise à la table de la cuisine lorsqu'il revint avec 2 tasses de chocolat chaud ébréché. Elle n'avait pas fait de bruit en entrant. Elle ne faisait jamais de bruit. Elle était assise, le dos droit, les mains jointes, les yeux fixés sur la vapeur qui s'échappait de sa tasse. Elle n'y touchait pas. Ses longs cheveux bruns tombaient librement autour de son visage, masquant son expression comme les mots ne le pouvaient plus. Luc s'assit en face d'elle et attendit. C'était leur danse, un moment de silence, où il offrait des cadeaux et où, en de rares occasions, elle lui offrait les siens. « Ça te dérange s'il reste un peu ?» demanda-t-il doucement. Élise ne répondit pas, mais ses doigts se crispèrent légèrement autour de la tasse. C'était un oui. Il acquiesça. « Bien, je pense qu'ils en ont besoin. Et peut-être nous aussi. » Elle leva les yeux un instant, juste assez pour qu'il puisse voir ses yeux, ces mêmes yeux qui brillaient quand sa mère lui chantait des chansons sur la terrasse arrière, bien avant que le silence ne s'installe. Plus tard dans la matinée, Julie et Léna se réveillèrent, encore groggy mais souriantes.
sans qu'on leur demande. Elles aidèrent à mettre la table, faisant teinter les cuillères et riant du grille-pain usé qui ne grillait qu'un seul côté du pain. Élise les observait depuis le couloir, à moitié cachée par le cadre de la porte. Elle était encore une ombre dans sa propre maison. Léna l'aperçut et lui fit signe. « On t'a gardé l'assiette rouge. C'est la seule qui n'est pas ébréchée. » Élise hésita, puis elle s'avança. Lentement, elle prit l'assiette à 2 mains et s'assit à table. Luc retint son souffle. 3 filles, une table, pas un mot, mais quelque chose de bien mieux. Des rires, des respirations qui s'accordaient. Dehors, la neige continuait de tomber. L'école était fermée. Les routes étaient désertes. La maison, pour une fois, ne l'était pas. Luc sortit un vieux jeu de société du placard de l'entrée et laissa les filles se disputer les règles dont personne ne se souvenait. Ne dit rien, mais lorsque Julie renversa accidentellement la banque du Monopoly, ce fut Élise qui s'agenouilla pour l'aider à la reconstruire. Le sourire qu'elles échangèrent suffit à allumer 2 fois la cheminée. Après le dîner, les jumelles se mirent à fredonner à nouveau, doucement et avec désinvolture, le genre de mélodie que les enfants inventent quand ils se sentent en sécurité. Élise se tenait à proximité, observant la scène. Quelque chose changea dans son attitude. Ses épaules se détendirent, sa tête s'inclina légèrement, comme une fleur vers la lumière. Puis cela arriva. Une seule note s'échappa de ses lèvres, douce, à peine audible, mais indubitable. Luc se figea dans son élan, dans la cuisine. Il se retourna mais ne dit rien. Julie remarqua 2 yeux écarquillés. « Tu chantes », dit-elle doucement. Élise cligna des yeux et s'enfuit. Luc la trouva dans le garage, recroquevillée sur la banquette arrière de la vieille voiture qu'il n'utilisait plus. Le froid ne semblait pas la déranger. Son souffle formait de petits nuages. Elle avait enroulé ses bras autour de ses genoux. Il n'ouvrit pas la porte tout de suite, se contentant de rester dehors, la main sur la poignée givrée. « Je t'ai entendu », dit-il finalement. Et c'était magnifique. Le silence. « Tu n'as pas à avoir peur de ta propre voix, Élise. Pas ici. » Une pause. Puis je n'avais plus peur. Elle murmura à peine, plus qu'un souffle. J'avais oublié que je pouvais le faire. Ils restèrent assis ensemble dans le froid, pendant un long moment. Pas de sermon, pas de pression, juste un silence partagé. Le genre de silence qui dit la vérité sans avoir besoin d'être traduit. Luc se souvint qu'il pensait autrefois que la musique la sauverait, qu'une chanson magique arrangerait tout. Mais maintenant, il savait que ce n'était pas vrai. Ce n'était pas la musique qui sauvait les gens. C'était le fait d'être écouté. Ce soir-là, après que les jumeaux se furent couchés, Luc descendit le vieil étui de guitare du grenier. De la poussière s'en échappa lorsqu'il l'ouvrit, révélant le corps usé et couleur miel de la guitare. Il ne l'avait pas touché depuis plus de 10 ans. Élise se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés. Elle ne dit rien, mais fit 2 pas en avant. « Tu te souviens de ça ?» demanda-t-il doucement. Elle acquiesça. Il s'assit et accorda les cordes lentement, avec révérence. Le bois craqua sous ses doigts, mais le son qu'il produisit en pinçant les cordes était chaud, plein et vivant. « Je pense qu'on pourrait peut-être réessayer, » dit-il. Élise s'approcha. « Pas pour jouer devant les autres, » ajouta-t-il. « Pas pour quelqu'un d'autre, juste pour nous. » Elle baissa les yeux, puis, comme si elle faisait plus confiance aux cordes qu'à sa voix, elle murmura « D'accord ». Alors que le feu se réduisait en braise, Luc joua les premiers accords d'une vieille berceuse que la mère de Mézy fredonnait quand les nuits étaient trop longues. Élise écouta, puis, aussi silencieuse que la neige, elle se mit à fredonner un accompagnement. Julie et Léna, qui avaient entendu depuis le couloir, revinrent sur la pointe des pieds. 4 voix, une guitare. Personne n'avait prévu cela. Personne
n'avait répété. Mais à cet instant, le silence n'était pas rompu, il était transformé. Il y avait quelque chose de sacré dans le calme qui suivit la musique. Pas le silence gênant des non-dits, mais une douce tranquillité dorée, comme si la maison elle-même retenait son souffle, reconnaissante, émerveillée par le retour d'un son qu'elle croyait perdu à jamais. Luc était immobile, son doigt reposant toujours délicatement sur les cordes de sa guitare. En face de lui, Élise gardait la tête baissée, mais elle continuait à fredonner doucement et régulièrement, comme si chaque note était un fil qui la reliait au monde. Julie et Léna étaient assises en tailleur sur le sol, se balançant légèrement, les yeux fermés, absorbant chaque vibration. Pour la première fois depuis des années, Luc ne se sentait pas comme un homme debout sur les ruines d'une vie. Il se sentait comme quelqu'un qui construisait quelque chose de nouveau. Les jours qui suivirent passèrent lentement et doucement, comme la neige fondant sous le faible soleil hivernal. Les routes étant encore trop glissantes pour les bus scolaires, les filles restèrent à la cabane. Les matins étaient remplis de flocons d'avoine et de jeux de cartes. Les après-midi étaient consacrés à la construction de bonhommes de neige et à la luge dans la colline derrière la remise à bois. Mais c'était le soir que la magie revenait. Chaque soir, lorsque la lumière baissait et que le feu crépitait, les filles se rassemblaient autour du piano ou de la guitare. Elles n'appelaient pas, cela répétait. Elles ne donnaient même pas de nom à ce moment. Elles chantaient, tout simplement. Parfois, elles reprenaient de vieux hymnes. Parfois, elles inventaient des mélodies avec des paroles absurdes et des harmonies qu'elles seules comprenaient. Et Mésie, que Dieu la bénisse, Élise, chantait. Elle ne parlait pas beaucoup pendant la journée. Elle évitait toujours le regard des étrangers. Mais dès que la musique commençait, elle s'épanouissait comme le printemps, poussant à travers le sol gelé. Luc continuait à enregistrer, plaçant discrètement l'enregistreur sur la cheminée. Ce n'était pas pour la gloire ou pour garder un souvenir, c'était pour les conserver, comme mettre des lucioles dans un bocal, pour se prouver que la lumière avait bien existé. Un jeudi soir, alors que Luc accordait sa guitare, Julie leva les yeux de son carnet de croquis et dit « Tu crois qu'on pourrait chanter au spectacle ?» Léna leva les yeux, surprise. « Tu veux dire comme à l'école, sur scène ?»« Oui, » répondit Julie, comme si c'était évident. « On a 3 chansons maintenant. Celle qu'Élise a commencée l'autre soir. Elle est bien. » Mésie serra les doigts autour de sa tasse de chocolat chaud, les lèvres pincées. Luc posa lentement sa guitare. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. »« Pourquoi pas ?» demanda Julie. « On n'a pas peur. » Il les regarda toutes les 3, déterminées, féroces, innocentes d'une manière qui n'avait pas encore été brisée. C'était ça le problème. Il savait à quel point le monde pouvait facilement briser cette innocence, parce que les spectacles de fin d'année à l'école peuvent être délicats, dit-il prudemment. Les gens rient quand ils ne comprennent pas quelque chose de beau. Et ce genre de rire est plus blessant que le silence. Élise acquiesça. Elle connaissait trop bien ce rire. Mais Julie ne céda pas. Alors peut-être était-il temps que quelqu'un leur donne quelque chose qu'ils devaient comprendre. Le lendemain matin, Luc sortit pour aller chercher le courrier et trouva un prospectus affiché sur le tableau d'affichage à côté de la boîte aux lettres. Spectacle de talents divers, une seule soirée, ouverte à tous les élèves et leurs familles. Date limite d'inscription, vendredi. Il resta là, dans le vent glacial, le papier battant doucement comme un défi. Sa main resta suspendue au-dessus pendant un long moment avant qu'il ne déchire l'un des onglets d'inscription. De retour à la maison, les filles avaient déjà installé une scène improvisée dans le salon, avec des coussins en guise de projecteur et un tisonnier comme pied de micro.
Élise était assise au clavier, ses doigts cherchant timidement les accords, tandis que Julie et Léna s'essayaient à des harmonies. Il y avait des rires, de vrais éclats de rire. Luc observait depuis l'embrasure de la porte sans rien dire. Ce soir-là, il sortit son vieux journal musical, un cahier relié en cuir usé qu'il n'avait pas ouvert depuis la naissance d'Élise. Les pages étaient remplies de demi-chansons, de paroles griffonnées dans l'obscurité, de mélodies écrites pour une voix qu'il n'avait pas entendue depuis 10 ans. Il tomba sur une page où une seule ligne était écrite. Certaines voix n'ont pas besoin de s'élever, elles ont juste besoin d'atteindre. Il tapota la page avec son stylo, puis ajouta « Ce soir, elles m'ont atteint. » Vendredi arriva. Les filles donnèrent leur nom. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce soir-là, pendant qu'elles répétaient, quelque chose ne fonctionnait pas. Au milieu d'une chanson, le piano émit un son métallique, comme une cloche mal frappée. Élise appuya à nouveau sur la touche. La note vacilla. Julie essaya d'ajuster sa ligne vocale, mais le ton était faux. Léna hésita. Luc s'agenouilla à côté du piano et ouvrit le couvercle. Un marteau cassé, dit-il, probablement à cause du froid de l'année dernière. Je vais voir si je peux le réparer. Élise avait l'air paniquée. Mais nous n'avons pas le temps. Luc se leva et se dirigea vers l'arrière-boutique. Il revint avec la guitare. Taylor, les filles se turent. Vous savez, dit-il lentement, vos harmonies, elles seraient encore plus belles, avec quelque chose de plus chaleureux en fond, quelque chose de plus simple, comme ça. Il gratta une corde, doucement. Le son emplit la pièce comme la lueur d'une bougie. On change l'arrangement, demanda Léna. Luc sourit. On ne change rien, on évolue. Ils passèrent le reste de la soirée à tout réarranger. Pas de partition, pas de structure formelle, juste leurs oreilles, leur cœur et leur instinct. Julie et Léna ont suivi le mouvement, réagissant instantanément comme deux ailes jumelles, saisissant un vent nouveau. Élise, assise sur le banc à côté de son père, a commencé à fredonner sa partie doucement, ajoutant progressivement sa voix avec assurance. À minuit, ils avaient quelque chose de nouveau. Ce n'était pas parfait, mais c'était vivant. Alors qu'ils rangeaient pour la nuit, Julie a levé les yeux et a demandé « Tu crois qu'ils nous entendront ?» Luc marqua une pause, puis répondit « S'ils sont prêts, ils écouteront. » L'auditorium était plus ancien que la plupart des bâtiments de la ville. Le parquet grinçait, les rideaux de velours orange avaient pris une teinte rouille terne, et les dalles du plafond résonnaient du souvenir des bals scolaires, des discours de remise des diplômes et des récitals oubliés. Pour certains, ce n'était qu'un gymnase avec des lumières, mais pour Julie, Léna et Élise, c'était comme une montagne. Luc était assis au premier rang. Les filles se tenaient derrière le rideau, jetant des coups d'œil nerveux à travers une déchirure dans le tissu. La liste des artistes était collée au mur à côté d'eux, tapée à la va-vite et annotée au crayon. Leur groupe avait été ajouté en dernier, trio sans nom. « Personne ne sait que c'est nous, » dit Julie, plus pour elle-même que pour les autres. « C'est mieux ainsi, » répondit Léna, en piétinant d'un pied sur l'autre. « Laissons-les rire avant de chanter. Ça fera plus d'effet. » Élise ne dit rien. Elle avait les mains crispées sur sa poitrine et les yeux fixés sur ses chaussures. Mais elle était là, debout, attendant. C'était déjà un miracle. Les heures qui avaient précédé le spectacle n'avaient pas été faciles. Tout avait commencé par une remarque désinvolte d'un professeur. « J'espère que les filles ne vont pas se bloquer. » Ce genre de choses marque les spectateurs. Puis vinrent les escaliers dans le couloir. Certains étaient incurieux, d'autres amusés, d'autres encore se moquaient, ouvertement. Quelqu'un avait même griffonné « trophée » et « marqueur »
sur l'une des portes de la salle de répétition. Luc l'avait vu. Il avait pris une grande inspiration, essuyé le mot, et était retourné à la répétition comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, la vieille colère avait refait surface, celle qu'il avait enfouie dans chaque lettre anonyme adressée aux parents qui avaient colporté des ragots sur sa fille, la même rage qui avait réduit sa guitare au silence pendant des années. Ce soir-là, alors que les filles répétaient une dernière fois dans le salon, Lucre glissa sur une corde. Une fausse note retentit. Il jura entre ses dents et réajusta la cheville. Les filles s'interrompirent. « Ça va ?» demanda Julie. « Ça va. » Luc mentit. Élise le regarda, puis lui toucha doucement le bras. Il se tourna vers elle, surpris. « Je peux commencer ?» murmura-t-elle. Il cligna des yeux. La première note. Elle hocha la tête. C'est à ce moment-là qu'il comprit qu'elle n'était pas seulement en train de guérir. Elle menait la danse. Dans les coulisses, la voix du présentateur retentit. Et maintenant, place à une performance exceptionnelle de 3 jeunes femmes courageuses. Veuillez accueillir notre trio surprise. Applaudissements, légers mouvements. Le temps ralentit. Luc monta sur scène. Sa première guitare pendait bas sur sa poitrine. Il portait sa chemise en flanelle usée et un jean qu'il n'avait pas acheté pour l'occasion. Il n'avait pas besoin d'être sur son 31. Il avait besoin de cadeaux. Puis Julie et Léna sont arrivées, main dans la main, la tête haute. Et enfin, Maisie, discrète, mais droite comme un jeune arbre, refusant de se plier au vent. Des murmures ont parcouru le public. Certains les ont reconnus, d'autres les ont simplement regardés. Les filles se sont avancées au centre. Luc s'est assis sur le côté et a gratté quelques accords. Puis Élise a fermé les yeux et s'est mise à chanter. Elle ne chantait pas fort. Ce n'était pas techniquement parfait, mais c'était vrai. Sa voix tremblait comme un violon qui trouve son souffle. Puis elle s'est stabilisée, s'est réchauffée. Julie l'a rejointe sur la phrase suivante, leurs voix se frôlant comme des plumes. Léna est entrée en dernier, glissant sous elle, avec une harmonie si délicate qu'elle semblait venir d'un souvenir. Luc regardait leurs voix se fondre les unes dans les autres, sans jamais se disputer, seulement s'élever. Quand il arriva au pont, il laissa la mélodie respirer. Le son de la guitare était comme le vent dans les pins, réconfortant et résolu. Le public, agité quelques instants auparavant, était maintenant immobile. Certains se penchaient en avant, d'autres étaient assis, les mains jointes contre leurs lèvres, et certains pleuraient. Le refrain final ne s'amplifia pas en volume, mais en grâce. La voix de Maisie s'éleva. Julie tenait le centre. Léna murmurait en fond. 3 voix, un seul son. Pas parfait, mais parfait. La dernière note s'évanouit comme le silence après une chute de neige. Puis le silence. Et pendant un long moment, il n'y eut que cela. Une femme au 2e rang, la grand-mère d'un joueur de l'équipe de football, fut la première à se lever. Puis un garçon au fond, puis un professeur, puis toute la salle se leva à l'unisson. Les applaudissements n'étaient pas frénétiques, ils étaient respectueux. Julie serra si fort la main de Léra que ses jointures blanchirent. Élise regarda autour d'elle en clignant rapidement des yeux. Luc leur sourit sincèrement, puis s'inclina sur ses cordes. Plus tard, dans le couloir, alors que les élèves tourbillonnaient autour d'eux pour les féliciter et les regarder avec des yeux écarquillés, un garçon qui avait ri quand Élise avait sursauté à la sonnerie s'approcha d'elle. Il ne dit rien au début, puis, maladroitement, il lui tendit un bonbon à la menthe, emballé. « Pour toi, dit-il, je suis désolé. » Élise le regarda, puis prit le bonbon et hocha la tête. Dehors, le vent s'était levé à nouveau, mais il n'était pas glacial. Il était vif, pur,
comme une bouffée d'air, après avoir passé trop de temps sous l'eau. Luc aida les filles à monter dans le camion. Aucune d'elles ne parlait beaucoup. La radio restait éteinte. Les phares creusaient des tunnels dans la neige. Mais dans sa poitrine, il y avait de la musique, pas une chanson, un début. De retour à la cabane, Julie et Léna s'endormirent tôt, recroquevillées comme des virgules dans leur couverture. Luc se tenait à la porte de la chambre de Maisie, la regardant simplement. Elle était assise en tailleur sur son lit, les écouteurs dans les oreilles, réécoutant doucement l'enregistrement de leur performance sur le téléphone de Luc. Elle leva les yeux et retira un écouteur. « On peut l'enregistrer demain. » Il cligna des yeux. « Enregistrer quoi ?» Élise pencha la tête. « Notre album. » Puis elle sourit. 3 jours après le spectacle, une photo de Julie, Léna et Élise sur scène, parue dans le journal local sous le titre « 3 voix, un moment, un concours de talent qui fait couler des larmes inattendues ». C'était un petit article coincé entre le programme de la vente de gâteaux de l'église et un avis concernant la réparation des nids de poules sur Main Street. Mais cela signifiait tout pour eux. Luc le découpa et l'épingla au-dessus de l'évier de la cuisine. Pas par fierté, pour preuve. Preuve que quelque chose de pur s'était produit et que pour une fois, le monde n'avait pas détourné le regard. La semaine suivante fut plus mouvementée que prévu. Claire Warren, la professeure de musique de l'école, que Luc connaissait depuis longtemps, s'arrêta à la cabane sous prétexte de déposer une carte de remerciement. Ses joues étaient rouges à cause du vent, mais ses yeux étaient aussitôt chaleureux. « Je voulais vous demander, » dit-elle en tendant à Luc un dépliant plié. Les chefs étaient-ils intéressés par une représentation lors du spectacle régional à Clermont. Le mois prochain, il y a un jury, une vraie scène, un vrai public, de vrais découvreurs de talent, issus des centres artistiques communautaires. Luc hésita. Il jeta un coup d'œil vers le salon, où Julie et Léna étaient allongées sur le tapis, en train de faire leur devoir, et Élise griffonnait tranquillement dans les marges d'un cahier de musique. « Elles savent que vous leur avez demandé ?» Claire sourit. « Pas encore. J'ai pensé vous en parler d'abord, » acquiesça-t-il. « Je leur demanderai. » Mais au fond de lui, la nervosité commençait à monter. La dernière représentation avait été un miracle, certes, mais elle avait aussi été délicate. Et là, c'était plus important, plus risqué, en public. Il avait vu l'effet que l'attention du public pouvait avoir sur les jeunes talents. Soit cela les portait vers les sommets, soit cela les détruisait. Et Luc avait déjà trop perdu pour risquer de détruire quelqu'un d'autre. Ce soir-là, après le dîner, Luc rassembla les filles autour de la table de la cuisine et déplia le flyer. Élise suivit du doigt le titre en gros caractères en haut de la page. « Voix de demain, spectacle artistique des jeunes de l'État. » Julie s'est penchée pour que nous soyons en compétition. « Pas exactement, » dit Luc. « C'est plutôt une occasion d'être mis en avant, une chance d'être vu. Par des gens qui peuvent nous aider, » demanda Léna. « Par des gens qui peuvent juger, » dit Élise doucement. Tout le monde se tourna vers elle. Luc observa le visage de sa fille. Elle n'avait pas peur, elle était juste prudente. Les cicatrices du silence ne s'effacent jamais vraiment. Elles changent simplement de forme. On n'est pas obligé, dit-il doucement. Ce que tu as fait la semaine dernière était déjà plus que ce qu'on pouvait demander. Élise ne répondit pas tout de suite, puis, presque à contre-cœur, elle murmura « Mais s'il y a une fille comme moi quelque part et qu'elle attend que quelqu'un chante en premier ?» Julie se pencha vers elle et lui serra la main. Luc expira lentement. « Dans ce cas, nous ferions mieux de lui offrir une chanson qui vaut la peine d'être entendue. » Les filles Ayam travaillèrent plus dur que jamais après cela. Elles choisirent un morceau qui alliait la douceur de Maisie
la vivacité de June et la profondeur subtile de Lena. Luc les aida à le transposer pour la guitare, ajoutant un rythme qui s'intensifiait progressivement, une tempête d'émotions sous-jacentes aux harmonies. Elles répétèrent dans le garage presque tous les soirs, l'acoustique étant étrangement parfaite parmi les vieux outils et les bidons d'huile. Julie appelait cette pièce la salle d'écho. Élise commença à tenir un petit journal où elle écrivait des paroles et griffonnait des fragments de mélodie. Elle ne les partageait pas encore, mais Luc remarqua qu'elle les gardait près d'elle, glissés dans la poche de son manteau comme un secret qu'elle n'était pas prête à révéler. Tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. La veille de la date limite de soumission, une lettre est arrivée du bureau du directeur de l'école. Elle était adressée directement à Luc et imprimée sur du papier officiel, épais. Il l'a lu une fois, puis une deuxième fois, et a senti quelque chose se glacer en lui. Cher monsieur Moreau, après avoir examiné la politique du district et reçu de nombreuses préoccupations de parents concernant le spectacle de talent de la semaine dernière, le conseil scolaire a décidé que les élèves non inscrits ne sont pas autorisés à se produire lors des événements du district. Par conséquent, le numéro trio mettant en scène votre fille Élise et les élèves Julie et Lena Carpenter ne répond pas aux critères de sélection. Nous comprenons la déception que cela peut causer et encourageons tous les élèves éligibles à soumettre des performances individuelles à la place. Cordialement, Brenda M. Ellsworth, directrice du programme artistique pour les jeunes. Luc est resté assis à la table de la cuisine longtemps après que la lettre lui ait glissé des doigts. Il n'a pas tout de suite prévenu les filles. Il ne pouvait pas. Ce soir-là, après qu'elles se furent couchées, il appela Claire. Elle était au courant, dit-il doucement. Qui que soit cette Brenda, elle savait exactement ce qu'elle faisait, et quelqu'un lui avait soufflé l'information. Il y eut un long silence au bout du fil. « Je suis désolé, Luc. Je ne pensais pas que cela arriverait. Moi, si, dit-il amèrement. C'est ça le problème. J'ai vu à quelle vitesse les gens changent d'avis quand quelque chose de réel commence à se profiler. Tu ne vas pas les laisser les arrêter, n'est-ce pas ?» Il regarda l'enregistreur posé sur la cheminée. « Non, répondit-il. Mais je dois réfléchir à la manière dont nous allons nous battre. » Le lendemain, il fit asseoir les filles et leur lut la lettre. Élise ne pleura pas. Julie pleura silencieusement. Lena croisa les bras et serra les mâchoires. « Et maintenant, on disparaît à nouveau ?»« Non, répondit Luc. On l'enregistre quand même. On l'envoie. S'ils le jettent, c'est leur choix. Mais ils l'entendront. » Il se tourna vers Élise. « Et si tu veux écrire quelque chose de nouveau, quelque chose qui dit ce que tu veux qu'ils entendent, c'est le moment. » Élise leva les yeux, le regard clair, puis elle se leva, alla dans sa chambre et revint avec son cahier. Elle le posa sur la table. Le titre sur la première page disait « Une chanson pour les silencieux ». La mélodie était lente au début, hésitante, comme quelqu'un marchant pieds nus sur la glace. Puis, note après note, elle prit de la force. Luc s'assit à côté d'Élise, sur le sol du salon, sa guitare sur les genoux, la regardant tracer chaque mot dans son cahier avec son doigt, avant de le transformer en son. Julie et Lena étaient blotties sur le canapé, écoutant avec le genre de révérence que seuls les enfants peuvent manifester lorsqu'ils savent qu'ils sont en présence de quelque chose d'important. Une chanson pour ceux qui ne parlent pas fort, mais qui ont le tonnerre dans le cœur. La voix de Messi trembla légèrement sur le mot « tonnerre », mais elle ne s'arrêta pas. Luc l'accompagna en jouant doucement en mineur. Il savait qu'il ne fallait pas interrompre une chanson qui était encore en train de naître. Le cahier de Messi était désormais rempli de vers, des dizaines, des fragments, des rêves griffonnés. Mais cette chanson, celle-ci, était différente.
Ce n'était pas seulement de la musique, c'était un témoignage. Et si le quartier ne voulait pas les entendre, il ferait en sorte qu'il soit impossible de les ignorer. En milieu de semaine, la cabane s'était transformée en quelque chose de complètement différent. La cuisine était devenue une zone d'échauffement vocal. Le couloir s'était transformé en parcours chorégraphié. Même le garage, autrefois une chambre d'écho froide, était désormais recouvert de couvertures accrochées au mur pour améliorer l'acoustique. Luc avait installé son vieux micro à condensateur, acheté il y a longtemps pour des concerts qui n'avaient jamais eu lieu, et l'avait branché à un ordinateur portable vintage qu'il avait dépoussiéré. Les filles répétaient leurs harmonies à tour de rôle, tandis qu'Élise, assise en tailleur sur le sol, peaufinait chaque mot. Elle construisait une cathédrale sonore dans une maison faite de pain et de chagrin. Et cela fonctionnait jusqu'à ce que le piano tombe en panne. Cela s'est produit la veille de leur dernière prise. Élise répétait l'intro d'une chanson pour le silence. Ses doigts étaient désormais assurés sur les touches, sa voix s'accordait parfaitement avec le lent grattement de la guitare de Luc, puis un claquement sec. Le marteau du milieu était coincé. Elle frappa à nouveau. La note ne sortit pas. Luc se précipita et ouvrit le couvercle. « La bride est cassée », marmonna-t-il. Les mains de Maisie tremblaient. « Je ne peux pas jouer sans ça. » Luc s'accroupit. « Tu n'es pas obligé. On changera l'arrangement pour ne garder que la guitare. Tu l'as déjà fait. » « Non. » Elle prononça ce mot dans un souffle à peine audible. « Pas pour cette chanson. » Luc la regarda dans les yeux et vit cette boucle de peur mêlée de fierté. Le piano n'était pas seulement un instrument, c'était son armure. Il lui offrait un refuge où elle pouvait trouver le courage de chanter. Il acquiesça lentement. « Je vais le réparer. » Il travailla toute la nuit, à la lumière d'une lanterne, à l'aide d'une pince à épiler, de colle et d'une prière. Luc démonta le mécanisme endommagé et remit en place la bride cassée. L'opération prit des heures. Ses doigts lui faisaient mal. Sa vision se brouilla, mais il ne s'arrêta pas. Non pas parce qu'il pensait pouvoir sauver l'instrument, mais parce qu'il savait qu'il devait essayer. À l'aube, il appuya sur le dos central. Le son n'était pas parfait, mais authentique. Lorsque les filles se réveillèrent, le soleil avait déjà recouvert la neige d'une lumière dorée. Élise s'assit au piano, posa les doigts sur les touches et retint son souffle. Le piano répondit comme s'il se souvenait d'elle. Elle regarda son père, pas de sourire, pas de mots, juste un petit signe de tête qui exprimait quelque chose de plus profond, une sorte de compréhension qui transcendait le langage. Luc recula pour laisser les trois filles prendre leur place. Élise commença l'intro. Julie et Léna échangèrent un regard, puis regardèrent la fille à l'arrière, qui ne levait pas la main, puis le garçon dans le couloir, silencieux comme le sable. Leurs harmonies étaient plus justes que jamais, superposées, précises. Puis Élise entonna le refrain. « Nous sommes faits pour la musique. Même si nous ne produisons jamais un son, nous sommes faits pour plus que disparaître. Nous sommes faits pour être trouvés. » La guitare reprit, chaleureuse et encourageante, laissant leur voix glisser sur les cordes comme la lumière sur l'eau. À la fin de la dernière note, personne ne parlait. Luc appuya sur « Stop » de l'enregistreur, le cœur battant. Il ne le dit pas à voix haute, mais il savait que c'était la bonne prise. Il téléchargea le fichier sur un lien privé et remplit lui-même le formulaire d'inscription. À la question « Nom du groupe », il hésita, puis tapa les 3 silences. À la place du message destiné au jury, il a écrit « Nous savons que nous ne répondons pas à vos critères, mais nous espérons toucher votre cœur. S'il y a une place pour 3 filles qui ont appris à chanter dans les recoins du monde, alors peut-être que cette chanson est aussi pour vous. »
Il a hésité un instant avant de cliquer sur le bouton « Envoyer », puis il a lâché prise. L'après-midi suivant, le refus est arrivé rapidement, non pas de la part du jury, mais d'un parent. Luc était à l'épicerie, en train de fouiller dans une caisse de pommes abîmées, lorsqu'il l'a entendu. Ça doit être facile d'utiliser la pitié pour monter sur scène de nos jours. Il s'est retourné. C'était Marc Dubois, le père d'un garçon de l'ancienne classe de Maisie. Banquier, diacre, le genre d'homme qui sourit avec sa bouche, mais pas avec ses yeux. « Excusez-moi », dit Luc, calme mais ferme. Marc haussa les épaules. « Je disais ça comme ça d'un. Beaucoup de gens trouvent que c'est manipulateur de mettre en avant ces pauvres jumeaux et votre situation. Certains travaillent dur pour être sous les feux de la rampe. » Luc serra les mâchoires. Ils ont travaillé dur et ils ont mérité chaque seconde. Marc se pencha vers lui. « Ne t'attends pas à ce que tout le monde t'applaudisse simplement parce que tu as mis une mélodie sur une histoire triste. » Luc ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin, car certaines chansons n'étaient pas destinées à des hommes comme lui. Elles étaient destinées aux filles qui apprenaient encore à chanter et aux pères qui refusaient de les réduire au silence. La neige avait commencé à fondre en flaques boueuses sur les trottoirs, mais l'air était encore assez vif pour piquer la gorge. Mars était le genre de mois où le Nebraska ne s'engageait jamais complètement, ni dans l'hiver, ni dans le printemps, juste une longue pause grise entre les deux. Dans la cabane, il faisait chaud, mais seulement grâce au feu que Luc entretenait et à l'étrange élan qui s'était emparé de la maison. Même après le refus, la chanson flottait dans l'air comme de la fumée qui s'accrochait aux vêtements. Élise la jouait tous les jours, sans répéter, simplement en la vivant. Les jumeaux la fredonnaient en se brossant les dents, en nourrissant les oiseaux, en remuant la soupe. Même Luc se surprenait à siffler le refrain à voix basse, tout en coupant du bois. Le quartier les avait peut-être rejetés, mais quelque chose de plus profond avait pris racine. Claire repassa le vendredi, avec un petit paquet enveloppé dans du papier brun. Ses joues étaient roses à cause du vent, et son sourire, hésitant mais gentil, fit à Luc l'effet d'un adolescent qui avait des échardes dans les mains. « J'ai trouvé quelque chose qui vous appartient, je crois », dit-elle en posant le paquet sur le comptoir de la cuisine. Luc haussa un sourcil, mais ne dit rien. Claire déballait le paquet avec précaution. À l'intérieur se trouvait un capodastre vintage, usé, au bord lisse, et une partition manuscrite de sa femme. L'encre était un peu maculée par endroits, mais le titre était encore lisible. Pour Élise, un jour, pensa-t-il, en le regardant, la chanson qu'il n'avait jamais terminée. Une berceuse écrite pendant les nuits, où Élise avait des coliques et où Luc jouait de la guitare dans le couloir pour l'apaiser et la rendormir. « Je croyais qu'elle avait été perdue dans l'incendie », murmura-t-il. « Elle était dans le placard, à musique de l'école », répondit Claire doucement. « Je l'ai trouvée dans un vieil étui. » Élise entra dans la pièce à ce moment-là, les yeux curieux. Luc lui tendit le papier. Elle suivit les lettres du bout du doigt, puis leva les yeux. « On peut la jouer ?» Il cligna des yeux. « Tu veux la terminer ?» Élise acquiesça. « Elle me semble déjà terminée. Je veux juste l'entendre. » Ils passèrent les 2 heures suivantes dans le salon. Luc assis en tailleur et pieds nus, les fils appuyés contre des coussins et des oreillers, écoutant Luc assembler la structure des accords. Cela commença doucement, 2 accords alternant comme un battement de cœur, puis une montée, puis une lente descente. Élise chanta la première phrase. Julie et Léna se joignirent à elle au 2e couplet. Quand ils arrivèrent au pont, les mains de Luc bougeaient, comme si elles n'avaient jamais cessé de jouer. Ses doigts se souvenaient de ce que son âme avait longtemps essayé d'oublier.
Il regarda Claire, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, une main sur la bouche. Elle ne pleurait pas, mais elle écoutait, comme si c'était la première fois qu'elle entendait de la musique depuis des années. Le lendemain matin, Luc se réveilla avant le soleil et se rendit dans la vieille remise où il avait rangé son matériel de concert, les vestiges de sa vie passée, avant que le chagrin ne le transforme en charpentier, aux mains calleuses et aux chansons inachevées. Il ouvrit le coffre de la guitare avec précaution, avec révérence. La guitare brillait encore sous sa couche de poussière, avec son corps en acajou clair et ses cordes en nickel depuis longtemps ternies, mais toujours chargées de souvenirs. Il s'assit sur le banc près de la fenêtre de la remise et commença à les accorder une à une, en les tendant bien et en les accordant lentement. Il huila le manche, polissait le corps et colla même une petite fissure près de la base qui était passée inaperçue pendant des années. Quand il eut terminé, il passa sa main sur la courbe de l'instrument et dit doucement « Cette fois, faisons les choses comme il faut. » Plus tard dans l'après-midi, il appela les filles dans le salon. La cheminée brillait derrière lui, projetant de longues ombres. Il posa la guitare fraîchement réaccordée sur le support, comme une offrande. « C'est la première guitare que j'ai eue, dit-il. Ta mère me l'a offerte quand nous nous sommes fiancés. » Élise s'avança, les yeux écarquillés. « C'est la première chose qui m'a fait croire que je pouvais faire quelque chose de bien avec la musique, » poursuivit-il. « Je pense qu'il est temps de la ressortir, » murmura Julie. « C'est pour le prochain concert ?» Luc hésita. « Non. » Léna fronça les sourcils. « Alors c'est pourquoi ?» Il les regarda toutes les trois. « C'est pour nous, pas de scène, pas de jury, juste un enregistrement. Une session complète avec toutes les chansons sur lesquelles vous avez travaillé, les compositions de Mézy, vos harmonies, même cette berceuse. On la mettra en ligne gratuitement. Pas de label, pas de censeur. » Il fit une pause. « Et si le monde l'écoute et l'apprécie, mais qu'un seul enfant la découvre et réalise que sa voix compte, ça suffira. » Mézy acquiesça lentement. « C'est plus que suffisant. » Ils commencèrent ce week-end-là. Le garage devint leur studio. Luc accrocha des couvertures sur les murs, emprunta une table de mixage à un voisin et installa de vieilles guirlandes lumineuses entre les poutres. Ils enregistrèrent tout, y compris les faux départs, des rires, des notes chuchotées, des harmonies tardives, chantées avec des tasses de chocolat chaud à la main. Le dernier morceau était la berceuse, la chanson inachevée de la mère de Mézy, désormais portée par la voix de sa fille, soutenue par la guitare qu'il avait autrefois bercée. Quand elle se termina, personne ne dit un mot. Julie cliqua « Arrête l'enregistrement ». Léna posa sa tête sur l'épaule de Mézy. Luc baissa les yeux vers la guitare posée sur ses genoux, puis regarda Claire, qui avait assisté à la session, offrant discrètement du thé et des biscuits et lançant de longs regards significatifs. Il murmura « Bon retour parmi nous ». Il ne précisa pas à qui il s'adressait, aux filles, à la musique, à sa femme, à lui-même, peut-être à tout cela. Cette nuit-là, après que tout le monde fut endormi, Luc téléchargea l'album sur un site de streaming, gratuit sous le nom The Silent Three, chanson pour ceux qui écoutent. Dans la description, il écrivit « Pour ceux à qui on a dit qu'ils étaient trop silencieux pour compter, pour ceux qui ont attendu d'être entendus, nous sommes là. » À l'aube, le premier commentaire apparut, puis le deuxième, puis un message d'une infirmière scolaire dans l'Ohio, d'un père dans le Vermont, d'une fille dans l'Oregon, qui disait qu'elle écoutait la berceuse en boucle pendant qu'elle dessinait des étoiles. Le monde écoutait, et la guitare était enfin de retour chez elle. La première fois que Luc entra dans le centre culturel de Villeneuve à Clermont,
Il eut l'impression d'avoir pénétré dans un lieu qui appartenait à la vie de quelqu'un d'autre. Le hall brillait de marbre poli et une douce musique jazz, trop élégante pour un homme, aux mains éternellement calleuses, jouait en fond sonore. Élise s'accrochait à son cahier de paroles comme à une bouée de sauvetage. Julie et Léon marchaient de chaque côté d'elle, les yeux rivés sur tout ce qui bougeait, à la fois impressionnée et sur la défensive. Elle ne figurait pas sur la liste des artistes, pas officiellement. Le district avait été clair à ce sujet, mais une annulation de dernière minute avait ouvert une fenêtre de 10 minutes pendant l'exposition d'art des jeunes. Et Claire, plus courageuse que toutes les autres, avait insisté suffisamment longtemps pour que le directeur de l'événement finisse par accepter. D'accord, une chanson, sans annonce ni présentation. Ce n'était pas une place sur scène, c'était une chance. Et parfois, cela suffit. Dans les coulisses, les filles étaient assises sur des chaises pliantes, les mains sur les genoux. Le brouhaha des autres artistes qui accordaient leur violon, récitaient des poèmes ou vérifiaient leur coiffure dans des miroirs compacts, résonnait tout autour d'elles. Personne ne leur adressait la parole. Personne ne savait qui elles étaient. Et pour une fois, cet anonymat leur semblait être une armure. Luc se tenait à proximité, accordant lentement sa guitare. La caisse résonnait sous les lumières du plafond, ronronnant, polie, vivante. Il regarda sa fille, puis les jumelles, et pensa « Elles ont déjà gagné, rien qu'en entrant dans cette pièce. » Mais les filles ne pensaient pas à cela. Elles pensaient au moment qui les attendait, aux 10 pas silencieux qui les séparaient de la scène, à leur première inspiration, avant la première note, à l'écho qui les porterait ou les engloutirait. Les mains de Maisie tremblaient. « Tu as froid ?» demanda Luc doucement. Elle secoua la tête. « Non, juste éveillée. » Il sourit. « Bien. » L'assistant technique fit un signe de tête sec. « C'est à vous. Le rideau se lève dans 30 secondes. Pas d'annonce, pas de titre, pas d'avertissement. Juste un projecteur et une salle remplie d'inconnus. Les lumières s'éteignirent. Julie monta sur scène, le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. Léna suivit ses doigts, effleurant la manche du manteau de sa sœur, un signe de réconfort qu'elles utilisaient depuis la maternelle. Élise arriva la dernière. Elle ne trébucha pas, elle ne recula pas. Elle marcha comme si le sol avait enfin accepté de la porter. Luc était assis à gauche de la scène, sa guitare à la main. Pas de micro, pas d'amplificateur, juste des cordes de bois et leur intention. Ils prirent place. Julie ajusta son foulard. Léna déglutit péniblement. Élise ferma les yeux. La première note résonna. Au début, c'était à peine audible, juste la voix haletante et ronde de Maisie, comme une histoire racontée à quelqu'un à moitié endormi. Puis Julie est entrée, stable et lumineuse, sa voix soutenant celle de Maisie comme un échafaudage. Léna a suivi avec son alto, formant une base douce sous leurs 2 voix. Elle n'essayait pas d'impressionner. Elle ne cherchait pas les applaudissements. Elles étaient simplement là. Et cela fonctionna. À la moitié du premier couplet, l'atmosphère de la pièce changea. Les bavardages polis du public s'estompèrent. Les téléphones furent baissés. Les gens se penchèrent en avant. Les harmonies formèrent 3 couleurs distinctes qui se fondirent en une seule teinte chaleureuse. Luc jouait en arrière-plan. Chaque note de sa guitare était parfaitement synchronisée, parfaitement maîtrisée, sans fierté, mais laissant toute la place aux autres. Au pont, Élise s'avança légèrement et chanta « Nous ne sommes pas l'écho du son de quelqu'un d'autre. Nous sommes la musique que personne n'avait vue venir, et nous sommes toujours aussi forts, même maintenant. » Le refrain final ne monta pas en volume, mais en courage.
et lorsque la dernière note s'évanouit, il y eut un temps, peut-être 2, de silence, absolu et sacré. Puis, la salle explosa. Luc leva les yeux, stupéfait. Les gens n'applaudissaient pas seulement, ils étaient debout, essuyant leurs larmes, se tournant les uns vers les autres, partageant leur incrédulité. Une femme pressa une main sur sa poitrine et murmura « Magnifique ». Un homme âgé, coiffé d'une casquette de vétéran, se contenta d'acquiescer, les yeux fermés. Même un adolescent en veste universitaire siffla doucement et murmura « Bon sang ». Élise regarda la foule, puis son père. Elle ne pleura pas, elle souriait dans les coulisses. Ils ne furent pas assaillis, pas de demande d'autographe, pas de carte de visite, juste une file silencieuse d'inconnus qui s'avançaient un par un pour dire « Merci ». C'était l'histoire de ma fille. Je n'avais pas ressenti quelque chose comme ça depuis des années. Un animateur de radio locale a demandé une copie de la chanson. Une femme d'une association artistique, à but non lucratif, a demandé s'ils accepteraient de jouer pour des enfants ayant des besoins particuliers. Luc a répondu oui à tout, parce que désormais, il ne s'agissait plus seulement de guérir, il s'agissait de donner. Ce soir-là, alors qu'il rangeait et se dirigeait vers le parking, le vent avait tourné. Il faisait plus chaud, un vent qui annonçait le printemps, même si la neige tenait encore dans les coins. Élise marchait un peu devant, main dans la main, avec Julie et Léna. Luc et Claire suivaient en silence. Après un long moment, Claire dit « Tu sais, si jamais elle veut étudier la musique, je connais des gens. » Luc la regarda. Je veux dire, de vraies études, des bourses, des mentors, des endroits qui ne se contenteront pas de tolérer une enfant discrète, mais qui la chériront. Il acquiesça, à la fois enthousiaste et terrifié. « Je la laisserai décider, » dit-il. « Mais merci. » Claire sourit. Elle est déjà plus que prête. Ils s'arrêtèrent devant le camion. Luc chargea l'étui de guitare à l'arrière. Élise se retourna et leva les yeux vers lui. « Ils nous ont vraiment entendus ?» demanda-t-elle. Luc la regarda. Ce n'était plus la petite fille fragile qui se cachait autrefois derrière son silence, mais l'artiste qui venait de chanter son histoire devant une salle remplie d'inconnus. « Ils t'ont ressenti, » dit-il. « C'est plus qu'entendre, c'est se souvenir. » Élise acquiesça, puis, de manière inattendue, elle le serra très fort dans ses bras. C'était la première fois depuis des années. À cet instant, Luc Moreau comprit que la musique n'avait pas seulement guéri sa fille, elle l'avait guéri lui aussi. Luc n'aurait jamais pensé qu'un mot pouvait être un cadeau, une seule syllabe prononcée par une enfant qui, pendant des mois, n'avait pas émis le moindre son. Qu'y avait-il de plus fragile, de plus sacré? Mais ce mot n'était pas « papa », ce n'était pas de la musique, ce n'était même pas « amour », c'était « encore ». Et cela a tout changé. Cela s'est passé un dimanche après-midi, au début du mois d'avril. Le soleil était assez chaud pour faire fondre la croûte de neige tenace qui s'accrochait aux racines des pins derrière la cabane. Les filles étaient sur le porche avec Claire, en train de dessiner une affiche pour un petit concert communautaire. Elles organisaient une collecte de fonds pour un refuge local. Élise était assise près de la porte moustiquaire ouverte, son cahier posé sur ses genoux, les yeux suivant les courbes de ses propres traits de crayon, mais l'esprit ailleurs. Luc était à l'intérieur, en train d'accorder sa guitare. C'était la même chanson qu'ils avaient jouée au Whitmore Civic Center, la même chanson qui avait fait vibrer la salle et transformer des inconnus en fans. Il joua lentement les derniers accords, puis se tourna vers elle. « Tu crois qu'on devrait ajouter un pont la prochaine fois ?» Élise leva les yeux, la bouche légèrement entr'ouverte. Puis elle dit « Encore ?» Luc la regarda, perplexe. « Quoi ?» Elle se redressa. « Rejoue-la.
Sa main se figea sur le manche de la guitare, pas parce qu'elle avait parlé. Elle parlait plus souvent ces dernières semaines, surtout avec Julie et Léna. Au début, c'était en des murmures, puis des échanges doux, des blagues entre elles, et même des rires. Mais là, c'était différent. C'était une demande, prononcée sans crainte, prononcée avec désir. Il sourit, déglutit, pour chasser l'émotion qui lui serrait la gorge, puis dit « Oui, madame ». Il rejoua la chanson, et cette fois, elle chanta avec lui. Ce soir-là, après le dîner, Élise se leva de table et dit « Je veux enregistrer un message ». Julie cligna des yeux. « Pour qui ? Pour tout le monde ?» demanda-t-elle. « D'accord. » Luc referma délicatement le torchon qu'il était en train de plier. Ils installèrent l'enregistreur dans le salon comme d'habitude. Les lumières étaient tamisées. Le feu n'était plus que braise. Élise s'assit sur le tabouret, les mains posées sur ses genoux. Elle prit une profonde inspiration. Puis elle dit « Bonjour, je m'appelle Élise Moreau. Avant, je pensais que le silence était plus sûr, que ne pas parler signifiait ne pas blesser. Mais ensuite, quelqu'un a chanté près de moi, pas pour moi, près de moi. Et je me suis souvenu de la voix de ma mère. Je me suis souvenu que moi aussi, je chantais. Alors, si vous écoutez ceci, et que vous êtes silencieux comme je l'étais, je veux juste vous dire que vous n'êtes pas brisé. Vous êtes simplement en attente. Et quand vous serez prêt, nous vous entendrons. » Elle regarda son père. D'accord. Luc, qui avait du mal à empêcher ses mains de trembler, appuya sur le bouton. « Arrête. Parfait. » dit-il. Ils l'ont mis en ligne le soir même, en joignant le message à leurs enregistrements. Le lendemain matin, la vidéo avait dépassé les frontières de leur petite ville du Nebraska. Un animateur de podcast l'a reprise et l'a qualifiée de 90 secondes les plus importantes de l'année. Une organisation à but non lucratif de Chicago a contacté Élise pour lui demander si elle accepterait de s'exprimer virtuellement lors de leur collecte de fonds printanière. Une université de l'Oregon a demandé l'autorisation d'utiliser l'extrait dans son séminaire sur la musicothérapie. Et les emails ont afflué, envoyés par des mères d'enfants muets, par des adultes qui disaient n'avoir jamais chanté en dehors de leur voiture, par des adolescents qui écrivaient « Je n'avais jamais pleuré jusqu'à présent, et je pense que j'en avais besoin ». Un message, cependant, venait d'une fille nommée Aurore, dans le Montana. Elle écrivait « Ma mère est décédée l'année dernière. Je n'ai parlé à personne depuis, mais j'ai joué votre chanson pour mon chien. Puis je l'ai chantée avec lui. Je voulais juste que vous le sachiez. Je pense que vous m'avez aidé à parler à nouveau, moi aussi. » Élise a imprimé le message et l'a épinglé sur son mur, juste à côté de la photo de sa mère. Quand Luc l'a vu faire, il n'a rien dit. Il s'est simplement assis à côté d'elle et a posé sa main sur la sienne. À ce moment-là, il ne se sentait pas comme le père d'un miracle. Il se sentait simplement comme un père, et cela lui suffisait amplement. Plus tard, dans la semaine, les filles se sont produites à la bibliothèque municipale. Il y avait peu de monde, principalement des voisins et quelques curieux qui avaient lu l'article. Pas d'appareil photo, pas d'applaudissements par pitié, juste des gens qui écoutaient. À la fin du spectacle, un petit garçon qui zézaillait a demandé s'ils avaient un CD. Julie lui a promis de lui en envoyer un. Léna lui a donné un dessin représentant une clé de sol avec des ailes. Élise s'est penchée vers lui et lui a murmuré « Quelle est ta couleur préférée ?»« Vert », a-t-il répondu. Élise a souri. « C'est la mienne aussi. » Après le spectacle, à la bibliothèque, ils ont commencé à planifier une tournée régionale. Pas de grandes salles, pas même de vraies scènes, juste des refuges, des écoles, des centres de réadaptation, partout où des gens apprenaient à retrouver leur voix. Luc a appelé cela la tournée Écho. Claire a proposé de les accompagner
en tant que deuxième chauffeur et manager de la tournée. Élise l'a surnommée la maman amie, et Claire n'a même pas fait semblant de détester ça. Un soir, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée, Luc demanda à Élise si elle avait déjà pensé à écrire une chanson sur son silence. Elle réfléchit longuement, puis répondit « Non ». Luc acquiesça, trop peiné. Élise secoua la tête. « Non, c'est juste que j'en ai assez d'être silencieuse. Je veux être tout le reste maintenant. » Cette nuit-là, il sortit son journal, celui dans lequel il écrivait ses paroles pendant les longues nuits sombres. Après qu'Élise eut cessé de parler, il ouvrit la première page vierge. Puis, lentement, soigneusement, il écrivit. Le 12 avril, Élise a dit, encore une fois, aujourd'hui, et je pense que le monde a recommencé aussi. La première étape de la tournée Écho était un centre communautaire à Châteauneuf, un bâtiment modeste avec de la peinture écaillée et une odeur de vieux livres et de café frais dans l'air. Les chaises pliantes étaient dépareillées. Le système de sonorisation avait été emprunté à la salle de bingo voisine. Le public était composé d'un mélange de collégiens, d'anciens combattants, de mères célibataires et de 2 bambins partageant un jus de fruits par terre. C'était parfait. Pas de pression, pas de caméra, juste des visages ouverts, chacun renfermant une version d'une histoire qu'il n'avait pas encore racontée. Élise se tenait à côté de Julie et Léna sur la scène improvisée, un vieux tapis posé sur un plancher qui craquait. Luc était assis derrière elle, sa guitare Taylor posée délicatement sur ses genoux, les doigts prêts à jouer, comme s'il conversait avec l'instrument plutôt que de le jouer. Lorsqu'ils ont commencé à chanter une chanson pour les silencieux, quelque chose a changé, non seulement dans la pièce, mais aussi chez les personnes qui s'y trouvaient. Une mère assise au 2e rang ferma les yeux et se pencha en arrière. Un adolescent près de la sortie resserra sa capuche, mais ne partit pas. Un homme âgé agrippa la coudoir de son fauteuil roulant et hocha la tête, bougeant au rythme du refrain. À la dernière strophe, même les tout-petits avaient cessé de gigoter. Et lorsque la dernière note retentit, les applaudissements ne furent pas explosifs. Ils étaient respectueux. D'une certaine manière, c'était plus fort que n'importe quel rugissement. Après le spectacle, les gens se sont approchés en petits groupes discrets, non pas pour faire des compliments, mais pour créer des liens. Un homme prénommé Lou, qui avait combattu au Vietnam, a dit à Luc que le morceau avec le pont lent lui rappelait les lettres que lui écrivait sa femme. Elle est décédée il y a 15 ans. Je ne pleure pas souvent, mais aujourd'hui, j'ai pleuré. Un conseiller d'orientation m'a demandé des flyers à distribuer aux élèves victimes d'intimidation ou ayant subi une perte. Une jeune fille a timidement tendu à Élise un bout de papier froissé. Parfois, je ne parle pas parce que les gens n'attendent pas assez longtemps, mais je pense que vous attendriez. Élise a plié le mot, l'a serré contre sa poitrine et a murmuré « toujours ». Ils se sont produits dans 7 villes au cours des 2 semaines suivantes. Chaque endroit était plus modeste que le précédent. Sous-sol d'église, cantine, caserne de pompiers. À chaque fois, le résultat était le même, le silence, puis les larmes, puis quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Julie et Léna devinrent expertes dans l'art de calmer les nerfs avant les spectacles. Elles apprirent à Luc à faire maladroitement la danse des mains et firent en rire Claire si fort pendant une répétition qu'elle renversa accidentellement un pied de micro. Élise, plus que quiconque, se transforma. Elle commença à parler avant les chansons, à les présenter, à expliquer pourquoi elles avaient été écrites. Sa voix, autrefois un murmure, portait à travers les salles, non pas fort, mais clairement, avec une certitude qui faisait se retourner les têtes et adoucissait les cœurs.
Un soir, après un concert dans un centre de réinsertion pour femmes, une femme s'est levée pour prendre la parole. Elle était restée silencieuse pendant presque toute la séance, les bras croisés, l'air méfiant. Mais elle a dit « Je ne sais pas qui vous a appris à chanter comme ça, mais qui que ce soit, cette personne vous a rendu votre vie et vous nous l'avez donnée. » Élise est descendue de scène, a serré la femme dans ses bras et lui a murmuré quelque chose qu'elles seules ont entendu. Après coup, la femme a dit à Claire « Cet enfant est la personne la plus courageuse que j'ai jamais vue. » Un soir pluvieux, alors que le groupe rentrait à la cabane, le minibus a pris un rythme tranquille. Les filles somnolaient à l'arrière, appuyées les unes contre les autres. Claire, sur le siège passager, regardait par la fenêtre les pins qui défilaient. Luc gardait les yeux sur la route, mais son esprit vagabondait. Il avait pensé que cette tournée serait l'occasion de donner en retour, d'aider les filles à surmonter leur douleur et peut-être, juste peut-être, d'apporter un peu de lumière à d'autres. Mais il ne s'était pas attendu à en avoir autant besoin lui-même. Chaque représentation était comme un fil qui tissait silencieusement quelque chose en lui, quelque chose dont il n'avait pas réalisé qu'il s'était défait. Il pensait souvent à sa défunte épouse pendant les trajets, son rire, ses chansons, la façon dont elle lui avait fait jouer de la musique comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et maintenant, Élise faisait la même chose. Elle était devenue un pont non seulement entre les notes, mais aussi entre les gens, entre le passé et le présent, entre la douleur et la paix. Ils rentrèrent chez eux, où les attendait une pile de courriers et 3 messages vocaux. L'un provenait d'un producteur d'une station de radio locale qui avait entendu parler de la tournée et souhaitait les inviter dans son émission matinale. Un autre venait d'un district scolaire du Missouri qui demandait si le trio pouvait se produire lors d'un sommet contre le harcèlement scolaire. Le troisième était du Centre culturel de Villeneuve, une femme du nom de Caroline. Elle était dans le public ce soir-là, celle qui pleurait discrètement au 3e rang. Elle travaillait désormais pour le Conseil des affaires culturelles de l'État. Son message était simple. Nous aimerions inviter les Silent Three à se produire en tête d'affiche du Youth Voices Gala en juin. Pas d'audition, pas de formulaire. Apportez simplement votre musique. Nous nous occuperons de la mise en scène. Luc relut le message 2 fois, puis encore 1 fois. Il regarda les filles, Élise qui fredonnait doucement sur le canapé. Julie et Léna dessinaient les plans de leur prochain spectacle. Claire buvait son thé et les observait toutes comme quelqu'un qui savait apprécier chaque seconde qui lui était donnée. Il tapota 1 fois sur son téléphone, puis sourit. Ce soir-là, alors que le feu crépitait dans la cheminée, Élise tendit à son père une nouvelle feuille de parole. « J'ai écrit un duo, dit-elle, pour toi et moi. » Luc parcourut les mots. La première ligne disait « J'ai trouvé ma voix dans l'espace, entre ton silence. » Il regarda ses yeux brillants. « Tu veux bien la chanter avec moi ?» Élise ne répondit pas. Elle prit simplement la guitare et joua le premier accord. Le théâtre de Clermont était bien loin des salles où ils avaient joué auparavant. Pas de peinture écaillée, pas de chaises grinçantes, pas de bambins rampant sous les tables pliantes. Les murs étaient en acier brossé et en chêne tendre. La scène était polie jusqu'à briller discrètement. De véritables projecteurs suspendus aux poutres formaient un ciel étoilé silencieux. C'était le gala des voix de la jeunesse. Et pourtant, les 3 silencieux étaient en tête d'affiche. Luc se tenait dans les coulisses, guitare à la main, la sueur perlant à la base de son cou, malgré la fraîcheur de la climatisation. Il avait déjà joué dans des salles plus grandes, avant que sa vie ne bascule, avant que le chagrin ne mette tout en pause.
mais jamais avec un tel poids sur les épaules. Pas avec sa fille, au micro, pas avec sa seconde chance, debout sur des jambes tremblantes, sous les projecteurs. Élise ajustait le pied du micro, non pas nerveusement, mais avec une confiance tranquille. Julie et Léna l'encadraient, aussi solides que jamais, désormais plus que des sœurs, 3 filles qui avaient été rejetées, mises en doute, écartées, et pourtant, elles étaient là. Aucun régisseur ne leur donna le compte à rebours, aucun présentateur n'annonça leur nom. Le programme indiquait simplement la voix que nous gardons. Une performance finale des 3 silencieuses. Élise se tourna vers son père. Leurs regards se croisèrent. Il hocha une fois la tête. Elle hocha la tête en retour. Puis elle se mit à chanter. La chanson commença par une seule phrase, à peine plus qu'un murmure. Ce n'était pas une chanson écrite pour impressionner. Elle n'était pas destinée aux découvreurs de talent, aux bourses d'études ou aux applaudissements. C'était une chanson sur la mémoire, sur les sons auxquels nous nous accrochons lorsque le monde devient trop bruyant, sur les voix que nous perdons et celles que nous nous battons pour garder. Julie et Léna se joignirent à elle pour le 2e couplet, leurs harmonies plus justes que jamais, tissées comme du lin, chaudes et résistantes. La foule se pencha en avant, le souffle coupé. Quelque part au fond, quelqu'un pleurait à chaudes larmes. Luc jouait sous leurs pieds, ses doigts ne bougeant pas comme ceux d'un musicien, mais comme ceux d'un père tenant le pouls de quelque chose de sacré. La guitare sur mesure ne se contentait pas de résonner. Elle parlait, faisant doucement écho à travers le velours de la salle. Au pont, Élise a fait un pas en avant et a chanté. Je pensais que mon silence signifiait que j'étais brisé. Maintenant, je sais qu'il attendait juste de devenir musique. Les lumières se sont doucement tamisées. La dernière note a résonné. Et dans cet espace, haletant, entre la fin et l'écho, la salle s'est figée. Puis vint l'ovation debout. Mais même celle-ci semblait discrète, comme le grondement d'un orage lointain. Respectueuse, méritée. Après coup, de retour dans la loge, les filles s'effondrèrent en un tas de rires et de barres granola à moitié mangées. Julie se laissa tomber dramatiquement sur le canapé. Si ce n'était pas le sommet de la montagne, je ne sais pas ce que c'était. Léna la poussa du coude. « Tu dis ça après chaque spectacle. » Élise était assise en tailleur sur le sol, encore essoufflée, un doux sourire aux lèvres. Elle regarda Luc. « Tu as joué comme si maman était là. » Il acquiesça. Elle était là. Puis Élise a pris son cahier, usé, corné, rempli de paroles griffonnées et de pensées à moitié formulées, et en a sorti une enveloppe scellée. Elle l'a tendue à son père. Luc hausse un sourcil. « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est pour toi, mais pas maintenant. » Il a hésité, puis l'a glissé dans la poche de son manteau. Il savait qu'il ne fallait pas fouiner. Certains mots doivent être lus au bon moment. Les semaines passèrent, les concerts se firent plus rares. L'été arriva, avec le chant des cigales et l'odeur de l'herbe coupée, commença à faire du bénévolat dans un camp musical local, aidant les plus jeunes à écrire leurs premières chansons. Elle n'élevait jamais la voix, mais tous les enfants l'écoutaient quand elle parlait. Julie et Léna lancèrent une chaîne YouTube, principalement consacrée à des reprises acoustiques et à des tutoriels d'écriture de chansons. Le nombre d'abonnés augmentait régulièrement, mais ce n'était pas le chiffre qui comptait. C'était le commentaire qui disait « J'ai montré votre vidéo d'harmonie à ma sœur. Elle a chanté avec moi pour la première fois. » Et Luc, lui, avait construit un petit studio d'enregistrement dans la remise. Pas pour un label, pas pour gagner de l'argent, juste pour immortaliser des moments. Un dimanche tranquille, Élise trouva son père assis sous le porche, le regard perdu dans les arbres. Il tenait sur ses genoux l'enveloppe qu'elle lui avait donnée quelques semaines auparavant, toujours fermée. Elle s'assit à côté de lui. « C'est aujourd'hui le grand jour.
lui a-t-elle demandé. Il a acquiescé lentement. Il l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait une seule page, écrite de la main soignée, de Macy. « Cher papa, je ne me souviens pas de la première fois où tu m'as chanté une chanson, mais je me souviens de la première fois où tu t'es arrêté. Ce n'était pas ta faute. Le chagrin est lourd, le silence est assourdissant, et j'avais tellement peur d'empirer les choses que je m'y suis perdu, mais tu as attendu. Et quand j'ai enfin recommencé à chanter, tu ne m'as pas pressé, tu ne m'as pas poussé, tu m'as simplement écouté. Cela m'a sauvé. Je ne sais pas où cette route me mènera ni quelle chanson j'écrirai ensuite. Mais je sais une chose, ma voix existe grâce à la tienne, et c'est cette voix que je garderai. Je t'aime. » Mais Iluc plia la lettre et la tint dans ses mains, comme si c'était un objet sacré. Il ne dit rien, mais Élise se pencha vers lui, posa sa tête sur son épaule, et cela suffit. Ce soir-là, la famille se réunit dans le salon. Pas de répétition, pas de projecteur, juste Léna, Maisy-Claire et Luc avec sa guitare. Ils chantèrent doucement, leurs visages éclairés par la lueur du feu et leurs souvenirs. Pas d'enregistrement cette fois-ci, pas de public, juste eux. La dernière ligne de la berceuse, la chanson inachevée de la mère de Maisy, résonna d'une voix autrefois perdue à cause de la peur. Même dans le silence, je chanterai pour toi. Au final, il n'y eut pas de grande scène, pas d'explosion virale, juste une famille qui avait retrouvé le chemin du son, et une fille qui avait autrefois choisi le silence, utilisant désormais sa voix, non pas pour être entendue, mais pour guérir. Et parfois, les voix que nous n'entendons presque jamais sont celles qui restent le plus longtemps avec nous. Si cette histoire vous a ému, dites-nous où dans le monde vous l'avez regardée. Vous pouvez écrire vos commentaires sur l'histoire ci-dessous. Vos mots sont précieux pour nous. Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires, comme celle-ci, des histoires de miracles silencieux, de secondes chances et d'amour qui guérit, vous pouvez vous abonner. Nous serons là pour partager la prochaine histoire avec vous. Nous vous remercions sincèrement d'avoir passé un moment précieux avec nous.